c'est Dave. Et puis vous êtes dans Questions au sénateur, votre rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat et Acropolis avec un sénateur ou une sénatrice. Alors bonjour à vous si vous nous regardez sur Acropolis en direct. Bonjour à vous si vous nous écoutez en rediff, en podcast. Et bonjour à vous si vous nous regardez sur Public Sénat, la chaîne numéro 13 de la TNT, si je dis pas de bêtises. Enfin, il faut regarder la télé. Aujourd'hui, on reçoit Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ça va, le canapé Le canapé est très confortable, ça devrait aller. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Acropolis et de Public Sénat. On va passer une heure avec vous, on va en apprendre un peu plus sur vous, apprendre à vous connaître, votre actualité. Mais c'est surtout vous qui allez parler et surtout le chat, vous qui nous regardez. C'est vous qui posez les questions à Martha de Cidrac. Et puis, nous, on va commencer rapidement. Si ça ne vous embête pas, on va parler un petit peu d'actu. Aujourd'hui, il y avait des manifestations d'agriculteurs à Paris. Il y a des milliers d'agriculteurs qui sont montés pour protester, notamment en bloquant le périph', en déversant du foin sur les Champs-Élysées. Alors apparemment, du coup, le sujet de la protestation est qu'on veut changer le modèle de production, qui sera un changement radical pour des agriculteurs qui sont déjà en difficulté, ils ont du mal à se renouveler. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, en fait, pour les accompagner dans ces changements ? Alors, de toute façon, je pense que la première étape, nous, en tout cas au Sénat, on s'y attache beaucoup, c'est de les écouter, de les entendre. Parce que je pense que vous le savez, aujourd'hui, un agriculteur vit souvent avec moins de 400 € par mois, ce qui est terrible quand on y pense. Or, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont aussi des besoins, qui ont des familles, qui ont des charges. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut absolument que nous soyons tous très attentifs. Comment les accompagner, puisque c'est le sens de votre question. Moi, je crois qu'il faut que nous entendions un petit peu leur inquiétude autour des différents accords, vous savez, Mercosur, CETA, etc., qui sont aujourd'hui en cours, en débat, etc. Enfin, il y a différents sujets autour de tout cela. Et à partir de là, il faut véritablement que l'on comprenne quels sont les mécanismes et les raisons pour lesquelles nos agriculteurs aujourd'hui sont très inquiets. Vous avez la réglementation qui est de plus en plus dure pour eux. Vous avez des conditions de travail qui sont quand même pas simples et parfois dégradées. Et puis une exigence qui est tout à fait normale. Nous sommes dans une société où l'exigence du consommateur au sens général du terme est de plus en plus grande. Et nos agriculteurs prennent cela en pleine figure, assez brutalement parfois, puisque eux, lorsque vous achetez vos produits frais, vous ne les voyez pas. Il y a une chaîne longue entre le moment où votre produit a été fait, produit et planté, récolté, etc., et le moment où il arrive dans votre assiette. Donc il y a tout un système, si vous voulez, parfois un tout petit peu long, pas toujours très clair pour le grand public en termes de compréhension, les réglementations, donc tout ça, mis bout à bout, rend leur quotidien très difficile, effectivement. Et par-dessus ça, on passe de plus en plus d'accords avec des pays étrangers pour notamment faciliter les échanges. Oui, le libre-échange, évidemment, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas le nier, il existe, il est là. Sauf si on doit débattre sur la mondialisation, il y a un certain nombre de débats, évidemment, qui sont en cours aujourd'hui, encore, et une vraie incompréhension. Moi, je crois, avant de se poser et de porter un jugement définitif sur ces différents accords de libre-échange qui sont réels, c'est le travail aussi des parlementaires dont je suis, il faut aussi comprendre vraiment le métier des agriculteurs, c'est-à-dire comprendre véritablement en quoi consistent leurs difficultés et non juste dire non mais de toute façon à l'échelle d'un pays il est normal que nous ayons avec d'autres pays un certain nombre d'accords et d'échanges. Voilà, donc je pense qu'il y a deux niveaux de compréhension, deux niveaux de préoccupation que nous les parlementaires devons évidemment porter vers le plus large public et vers les jeunes aussi qui doivent comprendre cela. Oui, totalement. Il y a une éducation à avoir aussi auprès des jeunes pour comprendre toute cette chaîne. Et ce n'est pas toujours simple. Je voyais que certains parlementaires proposaient de revenir sur l'interdiction du glyphosate pour aider la transition des agriculteurs, justement. Est-ce que ça serait une bonne idée ? Alors le glyphosate en tant que tel, vous voyez bien que de toute façon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses en termes d'interdiction qui sont actées. La question après, c'est de savoir est-ce qu'on le fait tout de suite, est-ce qu'on laisse un petit peu de temps pour que les agriculteurs qui encore en ont l'usage puissent justement aller vers cette transition et ce changement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faut l'entendre. Le glyphosate n'est pas un produit qui a vocation à s'étendre de plus en plus. Les agriculteurs en sont parfaitement
parfaitement conscient. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit frais en France, vous pouvez être certain qu'il est sécurisé, en fait. Vous n'allez pas manger une cochonnerie, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça la réalité. D'ailleurs, souvent, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils se disent des fraises qui viennent de l'étranger coûtent moins cher qu'une fraise que moi j'aurais produite chez moi, tout simplement parce que sur moi pèsent énormément de réglementations et de normes qui, en réalité, ne s'appliquent pas chez un voisin dans un autre pays, un autre agriculteur. Et donc, vous comprenez bien qu'ils se sentent à un moment donné inéquitablement traités. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'était d'ailleurs le sens de votre première question. Oui, absolument. Et justement, enfin, si les normes ne sont pas différentes en fonction des pays, comment ça se fait qu'on accepte d'importer des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes pour les vendre sur le même marché au final? Alors c'est justement le fameux débat autour de tout ce qui est libre-échange, accord de libre-échange. Et c'est aussi le travail en fait que nous faisons aussi avec la Commission européenne, avec un certain nombre d'accords que l'on doit avoir également entre Européens pour que l'Europe soit à un moment donné aussi un espace plus fort, enfin plus puissant et puisse, comment pourrais-je dire, répondre mieux à ces demandes qui peuvent provenir effectivement de leurs concitoyens. Et vous les soutenez, vous, ces agriculteurs, aujourd'hui, ou c'est un peu une question compliquée, mais... Alors, l'agriculteur n'est pas mon sujet, en fait. Je ne suis pas forcément sur ces thématiques-là. En tout cas, je les comprends. Je les comprends parfaitement. Oui, soutenir leur démarche, oui, je la soutiens. Je peux le dire comme ça, je la soutiens. Moi, je n'ai jamais été une grande fan de tout ce qui est manifestation, blocage, etc. Parce que vous savez bien que toute demande, aussi légitime soit-elle, et même si on peut l'entendre et la comprendre, dès lors qu'elle impacte d'autres activités, d'autres de nos concitoyens, empêche les gens d'aller travailler, etc., etc. Enfin bon, bref, à un moment donné devient, comment pourrais-je dire, plus discutable. Donc oui, je les comprends. Oui, je soutiens leur interrogation et leur mal-vivre, parce que certains traversent vraiment des moments très difficiles. De là à dire que je suis d'accord pour qu'on bloque telle voie, tel axe, etc., je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Alors, malheureusement, c'est un peu souvent le seul moyen de se faire entendre sur certaines thématiques. J'ai envie de dire un petit peu en ce moment, de plus en plus. On a eu, vous avez tous suivi l'épisode Gilets jaunes, qui a donné l'impression, parce qu'on a bien vu que tout cela a enclenché un certain nombre de réponses de la part de notre exécutif aujourd'hui et du gouvernement, et qui a peut-être aussi quelque part diffusé dans l'opinion publique que râlez, descendez dans la rue, manifestez-vous et peut-être que vous obtiendrez quelque chose. Je le dis un petit peu en résumant. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Là, notre pays aujourd'hui doit se réinterroger sur la manière de pratiquer et d'exercer, quand on est citoyen, en fait, son droit à manifester, son droit à revendiquer, son droit d'exiger quelle que soit la demande, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais pour cela, il y a des vecteurs démocratiques, républicains, qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment mis en avant. Et je vais pas vous étonner en vous disant ça, vos élus sont un vecteur pour cela. Moi, je dis toujours, soyez exigeants vis-à-vis de vos élus, que ce soit votre élu local, le conseiller municipal, le maire adjoint, le maire, le député, le sénateur. Allez les voir, ils sont là pour ça. Comme dit Gérard Larcher, on est à portée de gifle, de toute façon. Donc n'hésitez pas, vous venez, vous avez le droit de nous faire part de vos insatisfactions, de vos demandes, parfois de vos idées. C'est bien aussi de positiver parfois et de nous apporter vos idées et vos apports. Et à partir de là, vous avez un vecteur parlementaire vers lequel vous êtes en droit d'être exigeant. Et là-dessus, il faut nous challenger. Donc... voilà ma réponse à votre question. Qui n'est pas si simple, bien sûr. Oui. On va parler un peu plus de vous, parce qu'à la base, vous êtes architecte. Vous avez avié votre propre cabinet? J'avais mon propre cabinet, effectivement. Et dans mon cabinet, lorsque j'étais donc en exercice plein, j'avais 2 collaborateurs, je dirais, au quotidien. Et lorsque je remportais un projet et que j'avais un petit peu de surcharge de travail, j'avais 3 collaborateurs. Donc, on fonctionnait à 3 ou à 4, selon la période de l'année, en fait, et des projets. Et vous avez participé à la construction de pas mal d'écoles et de crèches. Oui, oui. Dans votre secteur d'origine. Vous avez aussi été enseignante du UT de Cergy-Pontoise, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et au final, vous vous engagez en politique en 2008. Oui. Donc ça fait, à l'échelle politique, pas très longtemps que vous êtes là, en tant qu'adjointe chargée de la vie scolaire et de la petite enfance.
Comment on passe d'architecte à justement adjointe? Enfin, est-ce que la construction d'école et ensuite tout ça c'est lié? Alors c'est vrai que j'avais mon agence. Mon agence, en gros, pour expliquer, je faisais 50% de mes clients et de mes maîtres d'ouvrage, c'était des collectivités. Donc vous l'avez rappelé, écoles, crèches, petits équipements sportifs. Et puis 50% de particuliers. Et il se trouve aussi que déjà à l'époque, j'avais une vraie fibre en fait environnementale. Et j'avais initié bénévolement dans mon quartier un projet autour de l'eau, du développement durable, avec des bureaux d'études qui m'accompagnaient également bénévolement. Et c'est comme ça que le maire de l'époque de ma ville m'avait repéré et à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, et m'avait demandé de rejoindre son équipe. Et à ce moment-là, je me souviens très bien de cette première conversation. Moi, j'étais la première étonnée parce que je ne me voyais pas à cette époque-là véritablement faire de la politique, même si je côtoyais les élus locaux puisque je faisais des marchés publics, notamment pour les collectivités. Vous l'avez rappelé aussi. Et à ce moment-là, il m'a demandé de rejoindre son équipe et une de mes premières demandes, ça avait été de dire très bien, enfin voilà, j'avais mis un petit peu de temps pour réfléchir et accepter, mais je ne souhaite pas être sur des sujets urbanisme, architecture et autres pour ne pas mélanger un petit peu les genres. Et puis surtout, à l'époque, je pensais que j'allais pouvoir mener à la fois mon engagement politique et à la fois garder en fait mon activité d'architecte. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'un engagement politique, soit on le fait pleinement, soit évidemment on le fait peut-être un tout petit peu, avec un petit peu moins de présence, mais à ce moment-là, il faut moins en attendre. Vous voyez, c'est comme tout, hein. Plus vous travaillez, plus vous vous y investissez, et moins vous avez de temps pour faire autre chose. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée donc par cette voie-là en politique et j'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que je trouve que pouvoir faire des choses pour vos concitoyens, pour vos administrés, ça peut paraître prétentieux à dire comme ça, mais en fait, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Et même si dans la journée, vous avez 10 réunions où ça se passe mal, il suffit qu'il y ait une personne à l'une des réunions qui vous dise « Madame de Cidrac, là, ce que vous avez fait, ce que vous avez proposé, c'est franchement pas mal. Ça va changer la vie d'une personne, de 10 personnes, de 100 personnes. » Vous avez gagné votre journée. Voilà, donc j'ai pris goût très simplement comme ça, et c'est ainsi qu'en 2014, le même maire m'avait proposé de devenir sa première adjointe de la ville. Donc voilà, j'ai laissé tomber mon activité d'architecte et d'enseignement, et je me suis consacrée pleinement à la politique, et en 2017, j'ai été élue sénatrice des Yvelines. En plus d'être sénatrice, aujourd'hui, vous êtes aussi membre du bureau de la délégation aux droits des femmes et égalité des chances hommes-femmes. On en est où aujourd'hui? Typiquement, est-ce que la misogynie, c'est encore quelque chose d'actualité, par exemple, au Sénat? La misogynie, le sexisme. D'ailleurs, c'est amusant que vous utilisez ce terme de misogynie parce qu'on ne l'entend plus tellement. On parle de sexisme aujourd'hui. Mais oui, oui, bien sûr, ça existe. Mais en fait, vous savez, ça existe partout. Et de manière parfois pas forcément évidente, pas même pour nous les femmes, on ne se rend pas forcément compte. Vous voyez, ça peut passer par des petites expressions du style « Alors, comment ça va ma petite ?» T'as bien bossé aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc ça, aujourd'hui, une jeune femme de votre génération ne l'accepterait jamais. Et, vous voyez, elle dirait, mais mon Dieu, je ne suis pas sa petite. Ma génération, évidemment, tout dépend après de nos tempéraments. Donc oui, ça existe toujours, ça existe dans tous les milieux, y compris, bien sûr, au Sénat. Mais moi, je suis très investie à la délégation aux droits des femmes parce que je pense qu'il faut absolument faire valoir le fait que il faut avancer sur ces thématiques-là, qu'il faut absolument laisser la place aussi aux femmes. Et quand je dis laisser la place, ça ne veut pas dire « messieurs, dégagez ». Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Je crois tout simplement qu'il faut que les femmes aient envie d'y aller et que celles qui ont la chance d'être déjà, on va dire, dans ce milieu-là, dans cet environnement, je prends moi comme exemple, eh ben, on doit pouvoir montrer que on s'y amuse bien. Quand je dis on s'y amuse bien avec beaucoup de guillemets, dans le sens où on arrive à être utile, on apporte des choses, on est efficace et, si vous voulez, on est surtout complètement intégré. En fait, hein, aujourd'hui, de moins en moins, dans une réunion, vous ne rencontrerez, en tout cas pas au Sénat, quelqu'un qui va vous faire ouvertement une remarque sexiste. Comme je vous disais, il y a encore des restes hein, de tout ça, mais je crois que la société, collectivement, a commencé à prendre conscience de cela, et même dans des institutions comme les nôtres, c'est quelque chose auquel les hommes sont eux-mêmes devenus plus sensibles, et on fait
plus attention à cela. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Et quand on est une femme, et quand on a la chance d'être un tant soit peu visible, je crois qu'on se doit d'être un petit peu un exemple et d'envoyer le message pour dire c'est possible pour chacune d'entre nous. C'est vraiment possible pour chacune d'entre nous. Il faut avoir envie d'y aller. Et lorsqu'on vous pose une question, mesdames, je ne sais pas s'il y a des femmes qui nous regardent et qui nous écoutent, lorsqu'on vous pose la question « Êtes-vous féministe ?» La réponse est simple, vous dites « Oui ». Il faut le dire, il faut l'affirmer, il ne faut pas s'excuser. Moi, le nombre de fois où j'ai pu entendre des remarques du style « Comment ? Tu es pourtant une femme de droite et tu es féministe, est-ce possible ?» Mais oui, je suis féministe et je vais vous dire pourquoi je le dis avec autant de conviction aujourd'hui. J'ai 2 filles, enfin j'ai trois enfants, mais dont 2 filles qui, elles, sont tout à fait dans leur génération d'aujourd'hui. Et un jour, je discutais avec une amie au téléphone et je ne sais trop de quoi nous parlions. Et à un moment donné, je dis « Oui, tu sais, tu comprends, bien sûr, c'est un sujet qui est très important, mais je ne suis pas féministe. » Et je raccroche. Et à ce moment-là, une de mes filles qui passait dans les parages me disait « Mais comment peux-tu dire que tu n'es pas féministe, maman ? C'est juste inconcevable, parce que pense à toutes ces femmes qui peut-être, toi tu as une petite visibilité peut-être, mais pense à toutes ces femmes qui n'en ont absolument pas et vont se dire, mais si les femmes qui ont un petit peu de visibilité n'osent même pas l'affirmer, comment celle qui n'a même pas cette visibilité-là pourra le faire ? Donc je crois que toutes les femmes qui sommes en poste, dans nos engagements, qu'ils soient politiques, dans l'entreprise, dans les associations, qu'importe, chez soi, nous devons avoir conscience que c'est une cause qui est commune à nous tous, hommes et femmes. D'ailleurs, je préside une association qui s'appelle Élu local, ELY, en fait, dans les Yvelines, ELY pour Élu local des Yvelines, qui a justement cette vocation-là, de permettre de dire aux femmes, toutes les femmes, vous avez votre place. On est là. Vous avez votre place. Ne vous posez même pas la question, dois-je y aller, ne dois-je pas y aller. Et il y a quelque chose que je bannis totalement de mon discours, c'est compétence. À chaque fois, quand on vous parle de femmes, on dit, bien sûr, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Mais j'ai envie de dire, mais arrêtez. Le fait de le dire est offensant. Les femmes n'ont pas à se justifier d'être compétentes ou pas compétentes. Nous sommes là, nous sommes des citoyens comme tout le monde, et donc nous avons le droit d'être là où nous sommes au moment où il est. Voilà. Et au Sénat, justement, est-ce que la parité, c'est envisageable ou on en est encore loin ? Ah, mais non seulement c'est envisageable, mais je pense qu'elle avance bien. Je vais peut-être vous étonner, mais vous savez que le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, se renouvelle tous les 3 ans par moitié. Et donc 2020 va être une année d'élection justement pour moitié d'un certain nombre de sénateurs. C'est pour ça que je dis toujours, je suis sénatrice de la promotion 2017, mais mes collègues qui étaient de la promotion 2014 donc, vont être renouvelés en 2020. Et en 2017, le Sénat, enfin aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour dire les choses très simplement, vous avez 32% de femmes sénatrices au sein du Sénat, sachant qu'avant nous étions à 25%. Ça veut dire qu'en renouvelant la moitié, juste la moitié, nous avons franchi un certain seuil. L'Assemblée nationale qui s'est renouvelée en totalité, aujourd'hui, le pourcentage de femmes est à 39%. Donc vous voyez que proportionnellement, finalement, le Sénat a fait un bond significatif en féminisation. Et moi, j'ai bon espoir qu'à la promotion 2020, qu'il y ait encore plus de collègues femmes qui viennent. Mais voilà, ça arrivera tout de suite, ça n'arrivera pas tout de suite. En tout cas, la trajectoire est tout à fait positive, tout à fait bonne. Et moi, je fais confiance à nos concitoyens. C'est les concitoyens qui votent. Voilà, là encore, je reviens à ce que je disais en préambule. Intéressez-vous qui fait quoi, comment, et vous votez pour les personnes que vous souhaitez voir au Sénat. Alors on a Arden Rockets qui demande dans le chat Oui. la discrimination positive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je ne suis pas à proprement parler favorable spontanément, mais il y a des secteurs dans lesquels peut-être faudrait-il l'envisager, effectivement. Je pense au numérique, par exemple. C'est un secteur qui, aujourd'hui, est un secteur qui, évidemment, est partout. D'ailleurs, là, vous voyez, en chat, on est avec des outils numériques, etc. On a très bien vu que, en fait, en termes de formation, à un moment donné, les jeunes femmes et les jeunes hommes étaient à pied d'égalité. Sauf qu'à un moment donné, dès que le numérique est devenu un secteur très porteur, subitement, bizarrement, les jeunes femmes ont été un tout petit peu écartées.
Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'interroger un petit peu sur certains secteurs et peut-être encourager non, j'aime pas ce terme-là, j'allais dire introduction des femmes, mais il faut encourager l'arrivée des femmes dans un certain nombre de secteurs pour lesquels parfois elles sont écartées à mauvais escient. Donc oui, pourquoi pas pour certains secteurs, oui, je ne suis pas hostile à cela. Je ne sais pas si vous avez suivi le déroulement du Grenelle sur les violences faites aux femmes, qui s'est déroulé dernièrement. Et si oui, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises, ou du moins décidées? Alors moi, je trouve que les objectifs qui ont été en tout cas énoncés sont des objectifs tout à fait louables, hein, qui vont dans le bon sens. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est les moyens qui sont mis derrière et le discours qui accompagne l'explication de ces moyens. Puisque pour ceux d'entre vous qui ont suivi un petit peu ces dossiers-là, il y a eu des promesses faites autour du milliard d'euros qui seraient mis pour justement notamment les violences faites aux femmes, les violences conjugales, donc tout ce qui a donné le Grenelle et en fait et toutes les réunions qu'il a pu avoir autour de ça. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes à 360 millions, donc vous voyez le compte n'y est pas. Alors évidemment l'exécutif nous explique que en réalité c'est parce que vous avez des bouts de budget qui ne sont pas directement dans le secrétariat d'État de Madame Marlène Schiappa, mais également répartis dans d'autres secteurs. En ce moment, nous examinons le budget et on ne voit pas précisément en réalité où se situe cet argent enfin tous ces moyens-là. Donc moi, je partage assez le diagnostic qui est fait par beaucoup d'associations féministes pour dire les objectifs, nous les partageons. Je pense que les objectifs sont bons. Il y a un certain nombre de mesures qui sont tout à fait intéressantes, mais comme les moyens ne sont pas à la hauteur en réalité de l'enjeu, évidemment, il va falloir être très vigilant et suivre de très près dans les territoires ce qui se met en place ou pas précisément. Vous voyez, je pense notamment aux prises des plaintes dans les commissariats, les formations, dans le milieu scolaire aussi, qui fait quoi, comment on va former toutes ces personnes-là. Il y a aussi, vous savez, il avait été envisagé que la plainte soit prise dans les hôpitaux. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans les annonces du Premier ministre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la levée du secret médical lorsqu'un médecin a des soupçons qu'une femme qui vient se faire examiner a subi des violences, qu'il puisse, lui, en parler, partager ses doutes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très positives, mais toutes ces choses positives, il ne faut pas les remettre en cause. Ce qu'il faut, en revanche, consolider et aussi, j'ai envie de dire, enrichir, c'est les moyens qui sont mis pour pouvoir arriver aux objectifs qui ont été annoncés. Comme par exemple, vous voyez les bracelets anti-rapprochement. Il y a eu un texte de loi qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée. Oui, en fait, c'est des bracelets anti-rapprochement que l'on mettrait, que les maris violents devraient porter, un petit peu comme ce qui se fait en Espagne, et qui n'auraient pas l'autorisation de se rapprocher de leurs victimes, donc leur conjointe, leur compagne, etc. Autrement, ils encourraient des sanctions. Donc ça a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. C'est mon collègue député Aurélien Pradier qui a porté ce texte. C'est quand même un signe fort, mais cela aussi va nécessiter un certain nombre de moyens. Donc les 360 millions d'euros qui ont été aujourd'hui annoncés dans le cadre des Grenelles ne seront peut-être pas tout à fait suffisants. De la même manière, l'hébergement. Aujourd'hui, l'hébergement pour des femmes ayant subi des violences conjugales sont annoncés comme étant 1000 logements, 1000 hébergements. 1000 hébergements, hélas, j'ai envie de dire, on sait bien que c'est insuffisant, que la demande dans les territoires est beaucoup plus grande. Parce que les 1000, ce n'est pas par territoire, oui, c'est 1000 au national. Moi, je le vois dans les Yvelines, puisque je suis sur ces thématiques-là dans mon département également. Nous sommes très clairement en insuffisance d'hébergement pour femmes battues. Hein, parce qu'on parle de violence conjugale, concrètement, ça veut dire des femmes que l'on bat. Des femmes qui sont battues, ça veut dire aussi des femmes qui parfois sont poussées au suicide et puis tous les féminicides dont on parle hélas dans les actualités aujourd'hui. Justement, dans les propositions, on parlait aussi de l'ouverture de 2 centres par région oui. Pour les hommes violents, justement oui. pour éviter les récidives. 2 centres par région, enfin, j'imagine comme une région comme l'Île-de-France par exemple. Oui. Enfin, c'est sans doute insuffisant. Voilà, ça rejoint tout ce que je vous disais oui, voilà. jusque-là. C'est pour ça, je crois que c'est bien
Moi, je ne suis pas pour critiquer systématiquement. Je pense qu'il faut accompagner tout ce qui va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu de réalisme et se dire si on veut véritablement afficher une véritable politique au bénéfice des femmes battues, des femmes qui subissent des violences conjugales, pour se battre tous collectivement contre les féminicides aussi qui sont un vrai fléau aujourd'hui en France, il faut y mettre les moyens. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de secret. Et je ne suis pas en train de dire oui, encore des sous, des sous, des sous. Enfin, j'ai envie de dire, l'exercice devient tellement fréquent qu'au bout d'un moment, il perd tout son sens. Mais je pense que véritablement, il faut absolument que nous ayons plus de moyens dans l'ensemble de nos territoires. Est-ce que pour le cas des bracelets, des exceptions comme urgence hospitalière ou travail à la mairie d'un des ex-conjoints ont été évoquées? Alors, pour les ex-conjoints, les bracelets, oui, bien sûr, bien sûr. Dès lors qu'en fait, il y a, si vous voulez, violence conjugale, le conjoint incriminé, c'était le sens du texte de loi, hein, de la proposition, c'est une PPL, c'est une proposition de loi, c'est justement que le conjoint violent puisse effectivement donc être éloigné de sa victime, de manière à ce que la victime puisse être, elle, restée dans le logement familial. En revanche, je vois qu'il y a une question de Calawan. Madame de Sirac, quelle est votre position sur la question écologique aussi, qui est une des thématiques effectivement sur lesquelles je travaille aussi au Sénat, puisque je suis rapporteure de texte de loi économie circulaire et loi anti-gaspillage, qui a été examiné chez nous et adopté en fin septembre, donc c'est tout récent. Et qui en ce moment est examiné à l'Assemblée nationale et bientôt en séance publique à l'Assemblée nationale en décembre. Oui, moi j'ai une véritable fibre, si je puis dire, environnementale, parce que je crois qu'aujourd'hui, et notamment que ce soit notre jeunesse, que je trouve est un merveilleux tireur d'alarme de ce point de vue, même si je n'adhère pas forcément à toutes les actions, et si vous me posez les questions, je vous répondrai bien volontiers pourquoi je dis ça, mais nous bouscule. Et ça, c'est très bien, parce que c'est nécessaire, c'est vraiment indispensable. Et donc, le Sénat a fait un travail de fond autour de l'économie circulaire, puisque vous savez que l'économie circulaire dit quoi? Je vais essayer d'être très brève et rapide et concise. Dit, en fait, en gros, on manque de ressources. Et comme nous produisons de plus en plus de déchets, essayons de transformer ces déchets en ressources, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse recycler un certain nombre de nos matériaux, de nos produits, pour en refaire autre chose. Moi, je dis, tout ça est très bien, simplement ayons en tête qu'à tout moment, même recycler 100 fois un produit, à un moment donné, produira des déchets. Donc je pense, là en plus, on est dans une semaine de Black Friday qu'on voit partout, on voit qu'on est quand même dans une société de consommation, donc moi je ne suis pas de celles qui disent arrêtons de consommer, certains avaient parlé d'interdire oui, justement, ça fait partie d'amendements qui ont été déposés par certains de mes collègues à l'Assemblée. Moi, je dis, faisons attention, la bonne écologie, le bon environnement, c'est en fait un jeu d'équilibre, et posons-nous les bonnes questions, vous voyez. Et donc, nous, au Sénat, le texte de loi, lorsqu'il est arrivé chez nous pour examen, moi, j'ai été un tout petit peu déçue au départ parce que je trouvais qu'il n'allait pas suffisamment loin, parce qu'il s'intéressait à l'aval et pas suffisamment à l'amont. Et donc, nous l'avons enrichi avec mes collègues sénateurs pour nous intéresser, et notamment sur le sujet des plastiques, qui est un grand sujet. On a dit on ne peut pas s'intéresser qu'à un seul type de plastique, il faut qu'on s'intéresse à l'ensemble des plastiques et des déchets plastiques que notre société produit. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé un certain nombre de dispositifs dans ce sens-là, parce que je crois que sans culpabilisation excessive, il faut quand même que nous soyons véritablement tous acteurs de notre quotidien. Et le Sénat a fait un travail de fond, d'ailleurs, qui a été reconnu et félicité par l'ensemble, par un grand nombre d'ONG, de collectivités, d'associations de consommateurs. Alors, je vais parler d'absolument autre chose, Oui. si ça ne vous dérange pas. Bruno Retailleau, président du groupe LR dont vous faites partie, va déposer une proposition de projet de loi pour créer un droit au transport public garanti, c'est-à-dire une demande de service minimum garanti, voire la réquisition de personnel gréviste si nécessaire. Tout simplement, le droit de grève est inscrit dans la Constitution, techniquement. Du coup, est-ce que ce genre d'initiative n'est pas tout simplement anticonstitutionnel ? Alors, que dire à ce moment-là des médecins quand ils se mettent en grève dans les hôpitaux? Vous savez, le service hospitalier, en réalité, ne s'arrête jamais. Et lorsque vous avez des infirmières en grève, en fait, elles ont un petit badge ou un ruban en dire « je suis en grève, mais je suis là pour vous servir ». Parce que
il y a des métiers qui ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner, ou alors c'est nous tous qui sommes impactés. Et moi, je trouve que, attendons de voir, hein, puisqu'elle n'est pas encore déposée, donc attendons de voir le texte, mais sur le principe, cette demande-là et cette proposition de loi ne me choque absolument pas. Je pense qu'elle va dans le bon sens. Cela ne remet absolument pas en cause le droit de grève, puisque, comme je le disais, il y a déjà des secteurs dans lesquels les professions savent très bien que si vraiment tout le monde restait chez lui et n'allait pas à son poste de travail, ça mettrait en péril beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres des actions de nos administrés, de leur vie et de leur bien-être, j'ai envie de dire. Donc, droit de grève, oui. Là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel il n'est pas question de revenir, mais on verra. On verra, hein. Je ne le connais pas encore précisément, ce texte-là, mais le fait de se poser la question me semble sain. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui au XXIe siècle, en 2019 en France, se dire qu'on risque. Vous voyez là par exemple, c'est ce qui va se passer début décembre, beaucoup de gens annulent des réunions de travail, des déplacements professionnels, des activités. Pourquoi? Parce qu'on se dit notre pays va être bloqué, on ne pourra pas se déplacer. C'est quelque chose qui en 2019 ne doit pas être autorisé. Des étudiants qui ne pourraient pas aller à leur lieu d'enseignement, des lycéens, des collèges, tout le monde va être lourdement impacté. Or, je pense qu'il nous faut, à un moment donné, permettre, en réalité, à l'activité, bien sûr dégradée, ça sera forcément dégradé, mais que l'on puisse, malgré tout, se poser la question de voir quel est le bon vecteur, la bonne articulation, pour ne pas nous retrouver dans une situation de blocage total d'un pays. Justement, le fonctionnement de la grève par blocage, c'est aussi d'attirer l'attention sur les problématiques via ces blocages. Du coup, ce genre d'initiative, au final, ne limiterait-elle pas le poids, voire l'impact des grèves? Parce que si tout fonctionne... Alors, si c'est pour attirer l'attention, comme vous semblez l'exprimer, j'ai envie de dire, mais vous croyez qu'on ne le voit pas déjà? Le problème, le fait même d'en parler, ça veut dire que l'attention a déjà été attirée sur le sujet en question. Si la question est de dire, il faut que j'ai le plus grand pouvoir de nuisance pour pouvoir me faire entendre, ça nous renvoie à ce que l'on se disait en préambule, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une société, on se dit, plus j'ai un pouvoir de nuisance, plus je vais me faire entendre. Mais où allons-nous? Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il faut que collectivement, nous soyons un tant soit peu, qu'on se pose les questions pour se dire, mon action à moi, comment impacte-t-elle le collectif dans lequel nous devons vivre? On est tous interdépendants. Vous voyez, si demain je n'ai plus de transport, cela va mettre en péril le déplacement d'un grand nombre de nos concitoyens et cela risquerait aussi d'impacter même des TPE, votre voisin, la personne qui devait aller rendre visite à sa famille, etc. Je pense qu'il faut que nous ayons cette conscience collective aussi à un moment donné. En revanche, moi je crois qu'il est évidemment important que chacun puisse exprimer, quand il y a mécontentement, la possibilité. Donc, je crois que c'est entendu. Après, vous voyez, c'est un petit peu force de dissuasion ou pas force de dissuasion. La force de dissuasion, elle existera toujours, parce que même en mode dégradé, croyez-moi, c'est quelque chose qui est très, très pénalisant pour nous tous. Et moi, je suis persuadée que l'impact sera tout aussi efficace. Au final, vu que les revendications concernent tout le monde, le fait de ne pas vouloir bloquer pour ne pas impacter les gens, c'est plus faire passer l'individualisme devant le collectif, non? Alors, c'est-à-dire, pardon, oui. Tout ça, oui, désolé, j'ai mal tourné la question. Au final, c'est faire passer les besoins. Le fait de refuser de bloquer, oui. d'empêcher de bloquer, oui. c'est plus faire passer les besoins individuels, personnels des gens, avant le besoin collectif. Non, pas du tout. Je ne partage pas votre point de vue là-dessus parce que tout simplement, vous voyez, lorsque, je dis n'importe quoi, vous êtes enseignant et vous ne pouvez pas vous rendre dans votre lieu d'enseignement, vous impactez par votre absence un ensemble de jeunes qui sont venus pour suivre un cours, etc. Le nombre de jeunes qui parfois se retrouvent voyez, dans leur salle, dans leur amphithéâtre à l'université, à la faculté, l'enseignant n'est pas là parce qu'il n'a pas pu prendre le transport, etc. Non, je pense que c'est ça qu'il faut quand même qu'on nous ayons tous en conscience, c'est que nous sommes tous interconnectés, même si on a envie par moment de faire valoir un individualisme vous voyez, différencié avec nos spécificités. Moi, c'est ma conviction intime, nous sommes tous interconnectés. Ce que vous faites, vous, va impacter forcément votre voisin. Votre décision ne peut pas être... on n'a pas aujourd'hui, de mon point de vue, le droit de tout bloquer juste pour faire valoir un mécontentement.
il y a d'autres vecteurs. Les syndicats, on doit apprendre à négocier dans notre pays. Je trouve il faut apprendre à négocier. Mais quand je dis négocier, c'est pas de dire négocier, c'est convaincre mon interlocuteur en face que moi j'ai raison. C'est pas ça la négociation. La négociation, c'est quand chacun vient avec ses revendications, les pose autour de la table et est prêt à faire un bout de chemin vers son interlocuteur en face. Si cette ouverture n'existe pas de part et d'autre, que ce soit du côté de l'exécutif ou que ce soit du côté donc, des différentes revendications des syndicats, on ne pourra pas avancer ensemble. Et évidemment, on va arriver à des situations de blocage où ça sera le pouvoir de nuisance qui va l'emporter. Donc moi, je dis simplement, je crois que aussi, tous, collectivement, il faut qu'on se dise, mais que dois-je faire ? Comment faire pour que on ne rompt jamais en réalité le contact ? On ne peut pas rentrer en négociation en se disant moi, j'aurais réussi la négociation lorsque j'aurais convaincu celui en face de moi que c'est moi qui ai raison et que je détiens la vérité. Ce n'est pas tout à fait ça qui se passe dans les autres pays. Bien sûr. Je me permets de vous couper. Oui. On a Junior 13 qui demande quels sont les moyens d'action quand les syndicats reçoivent une forme de non-recevoir de la part de l'exécutif. Eh bien, peut-être, moi je ne suis pas dans les négociations, mais ah oui, je vois très bien, forme de non-recevoir de la part de l'exécutif. Moi, je ne suis pas dans les négociations et je pense qu'à tout moment, il faut quand même s'interroger sur les voies de sortie. On ne peut pas, à un moment donné, sortir d'une négociation en se disant moi, je campe sur mes positions, quel que soit le parti, d'ailleurs. Donc, les deux parties doivent... Parce que moi, fin de non-recevoir, je ne sais pas, de quelle demande il s'agit. Est-ce que les syndicats, lorsqu'ils vont autour de la table, et ça, malheureusement, on l'a déjà vu dans notre histoire syndicale, parfois, on veut ça, et si ce n'est pas ça, on considère que les négociations ne peuvent pas aboutir. Donc, je me répète, mais je crois que c'est des deux côtés que les pas doivent être faits. Je me permets de changer de sujet et d'aller sur une autre proposition de projet de loi. Encore une fois, de Bruno Retailleau, c'est un peu le fil conducteur. Pardon, je réponds à Ouba qui me dit que mes indemnités brutes par mois seraient de l'ordre de 7 239. Il y a une confusion parce que mes indemnités, moi je touche en net 4 100 euros, 4 100 et quelques, 4 200 en indemnité. Donc ce dont il est question, ce sont des chiffres tout à fait... connus et officiels. Les indemnités d'un parlementaire ne sont pas les montants que je vois ça. Ça doit être en fait non pas des indemnités, mais ce qui est donné pour, vous savez, on a des attachés parlementaires, on a un certain nombre de frais qui sont liés à nos actions et pour lesquels nous devons justifier chaque euro dépensé. Donc le chiffre que je vois là n'est pas le bon. D'accord. Après, c'était surtout pour mettre en avant aussi le fait que limiter le pouvoir des greffes, c'est aussi limiter le pouvoir d'action des classes populaires. Je pense que c'est surtout ça qu'il voulait dire. Limiter le... Non, je ne crois pas. Moi, je pense que attendons de voir en quoi va consister ce texte. Oui. Moi, j'ai du mal à débattre et de dire si je suis pour ou contre un texte dès lors que je ne l'ai pas encore lu. Et donc, moi, je crois que là, il ne faut pas s'échauffer les esprits. Attendons de voir de quoi il va s'agir. Mais pour répondre de nouveau à votre question, sur le principe, puisque je crois que c'était ça en réalité votre question, sur le principe, se dire que... on puisse assurer finalement un service minimum, ça, c'est pas un gros mot, ne me choque absolument pas. Un service minimum, y compris pour le transport, ne me semble vraiment pas un vilain mot. Bon, du coup, je reviens sur mon pivot d'avant. Donc oui, une proposition de projet de loi visant à interdire les listes communautaristes. Oui. Pour limiter... les groupes se basant uniquement sur une religion en particulier, enfin, éviter qu'ils se présentent à des élections, suite notamment au fait que l'Union des démocrates musulmans français ait souhaité présenter des listes aux élections municipales. C'est une proposition qui ne fait pas l'unanimité dans son parti. Apparemment, vous vous placez comment dessus ? Moi, je crois que tout ce qui est liste communautaire, alors c'est vrai qu'on pense tout de suite à liste communautaire religieuse, d'une certaine manière, et pour dire les choses clairement, on pense à l'islam politique, salafiste et autres. Moi, je pense que ça, effectivement, il faut l'écarter. Donc, de ce point de vue, la liste communautaire, de mon point de vue, doit être effectivement interdite. Mais quand je dis communautaire, quel que soit, vous voyez, l'objet.
Bien évidemment qu'on pense à celui-ci, mais je pense que ça ne va pas forcément dans le mauvais sens, ce genre de proposition. Oui, parce on a déjà le Parti chrétien-démocrate qui compte plusieurs conseillers régionaux et départementaux et environ 250 maires et conseillers municipaux. Sauf que les décisions, je vous invite à regarder quelles sont les propositions en général des élus de ces partis-là qui sont historiquement beaucoup plus anciens, hein, qui existent depuis très très longtemps, ne mélangent pas en réalité la pratique de leur confession, quelle qu'elle soit, avec leur pratique d'élu. Ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de propositions, justement, des partis communautaires. Là, je parle évidemment de l'islam politique de nouveau, puisqu'il y a des sujets qui sont de l'ordre de la pratique purement religieuse, par exemple, autour d'un certain nombre d'organisations collectives, de locaux. Donc ça doit nous interroger. Vous avez des exemples précis? Non, là, comme ça, je n'ai pas l'exemple précis parce que je n'ai pas pensé que vous me poserez cette question-là. Mais les exemples existent, effectivement, puisque vous savez qu'il y a eu des tentations à Lille. À Lille, par exemple, il y a eu des propositions de la part de certaines associations, justement, avec des horaires différenciés pour la piscine, des hommes et des femmes, pour un certain nombre de pratiques aussi. C'était Lille, mais je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais de mémoire, c'était à Lille la première fois où ça avait fait un petit peu de bruit. Donc je pense qu'il faut que nous soyons attentifs à ne pas tout mélanger. Tout ne doit pas être forcément mis sur le même niveau, hein. Donc moi, je suis très attachée à ce que chacun, dans sa confession, voyez, moi, si vous ne me posez pas la question, vous ne savez pas quelle est ma confession. Et je n'ai pas de raison de vous la donner, de vous la dire. Je ne vois pas pourquoi demain je devrais me constituer en liste communautaire pour défendre je ne sais quelle conviction qui serait de l'ordre de mon intimité. Alors, selon vous, le Parti chrétien-démocrate n'a absolument aucune, la religion n'a absolument aucune influence sur leur ligne directrice. Aujourd'hui, du tout. Moi, je vous invite à me trouver un exemple qui me montrerait que les décisions qui auraient été prises par ce type d'élus, moi je ne suis pas chrétien-démocrate, je suis assez à l'aise sur ce sujet, qu'une décision aurait été prise sous prétexte qu'un des élus était chrétien. Moi, je vous invite à me trouver un exemple là-dessus. En revanche, des exemples où on sent qu'il y a une tentation qu'une décision soit prise parce qu'on a des convictions religieuses existent aujourd'hui et très tentant, hein, dans nos sociétés. On a Dark Doji qui nous dit tout simplement Civitas, sens commun. Le droit à l'avortement, apparemment. Ce que j'en pense, je suppose que c'est ça la question. Oui. Alors, le droit à l'avortement, surtout ne pas revenir là-dessus. Ah non, moi je suis clairement pour l'IVG, bien évidemment. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors justement, ça sera en lien surtout avec la ligne directrice du Parti chrétien-démocrate. Oui, mais j'ai envie de dire, le sujet du droit à l'avortement, vous savez, est porté pas seulement par vous le trouvez dans différents partis politiques et chez différents élus, hein. Vous savez bien que ce n'est pas du tout le fer de lance. Alors, je regarde quelles sont d'autres questions. Mariage pour tous, bon, il n'y a pas de connexion réellement. Tout simplement, dites-moi, oui. parce que j'ai d'autres questions, bien évidemment. Ça va trop vite, moi je ne suis pas habituée. Je vais vous laisser. Bien sûr, je vais juste faire un rapide crochet sur le drame qui s'est produit au Mali dernièrement. Est-ce que selon vous, déjà, on peut discuter de la présence de la France au Mali ou c'est trop tôt après ce drame ? Alors, en France, on a malheureusement un peu la manie de vouloir surréagir à chaud. Moi, personnellement, je pense que là, on est dans une période de deuil. Il faut pas lancer des polémiques autour de cela. Nous avons perdu très jeunes, hein, donc je pense que il faut que nous respections ce moment de deuil pour les familles, pour leurs frères d'armes. De là à commencer à polémiquer, fallait-il ou pas, avait-il des raisons d'être là à ce moment-là? Moi, je ne souhaite pas polémiquer là-dessus. Je vous dis très clairement, je pense que là, il faut laisser s'apaiser. Et c'est lorsque on se sera apaisé,
pourquoi pas? Moi, je pense que la force d'un pays, c'est de permettre en fait des débats démocratiques sur tous les sujets sans rien écarter. Mais là, très clairement, je crois que ce n'est pas tout à fait le moment. Je sais qu'un collègue France Insoumise avait posé la question en question d'actualité à l'Assemblée. Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Moi, je crois que, moi, personnellement, je pense que lorsque notre armée est quelque part, il faut que le débat soit serein et qu'on puisse tous, vous voyez, peser le pour, le contre et ne pas réagir à chaud. Ce n'est pas le bon moment pour poser ce débat-là. Parce que si je devais vous répondre avec mon cœur, je vais vous dire, évidemment, on a envie de rapatrier tous nos jeunes, on a envie que tout le monde soit en sécurité, mais ce n'est pas la bonne réponse. On ne peut pas réagir à chaud à une question aussi importante pour notre pays. Comment c'est important pour notre pays? C'est important de savoir, quand on engage nos forces à l'extérieur. Oui, ça fait 6 ans. Ah ben oui, oui, bien sûr, mais c'est important. Vous voyez, pourquoi on se la pose, la question? Pourquoi on se la pose aujourd'hui? Pourquoi vous me la posez? Parce que nous avons eu ce drame. Il y a une semaine, personne ne posait la question. C'est ce que je dis, c'est qu'en France, on a un petit peu cette fâcheuse habitude de vouloir tout de suite décider parce qu'il y a une forte émotion nationale qui est parfaitement légitime. Donc moi, je dis, si ce débat doit avoir lieu, si on doit se reposer la question d'être ou pas présent au Sahel, enfin au Mali, posons-le là, mais respectons cette période de deuil. Vous voyez, nous décidons pas sous l'émotion, attendons et puis nous verrons ensuite reposons-nous la question. Je n'exclus pas, d'ailleurs nous sommes quelques sénateurs à nous poser la question, sans doute faudrait-il que nous ayons un débat. Mais pas tout de suite, là, il faut laisser passer cette période de deuil. Je reviendrai vers pour ne votre pas collègue fausser. après cette, oui, bien sûr. Après cette période. Bon, autre sujet, la réforme des retraites, parce qu'on est en pleine discussion sur le sujet. Alors, pour la faire simple, j'ai essayé de mettre mon nez dedans, j'ai absolument rien compris à cette histoire de système à points. Alors, je vois Ouais. que, parce que les sujets climatiques et réchauffement m'intéressent, je vois là au hasard, je suis tombée dessus, Nibal 02, pardon, parce que comme ça avance, donc on parle réchauffement climatique seulement les mois où on ne bat pas un record de chaleur. Non, non, justement, surtout pas, on en parle tout le temps. Et moi, j'invite donc Nibal 02 à regarder les débats qu'il y a eu au Sénat ces derniers temps autour de cela, parce qu'on a aussi des sujets autour du climat qui ont été posés. On auditionne très régulièrement, que ce soit le GIEC, que ce soit toutes sortes d'experts du climat, de l'environnement. Et non, on n'en parle pas uniquement lorsqu'on ne bat pas un record de chaleur. Je pense que c'était surtout justement une analogie avec le fait de ne pas parler du Mali pendant cette période de deuil. Je pense que c'est surtout ça que Nibal voulait dire. Oui, enfin, oui, c'est dans ce sens-là, oui, d'accord. Non, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le... Parce que là, on a un drame qui est très ponctuel, qui est arrivé dans des circonstances très particulières. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas capable de vous parler des tenants, enfin, vous voyez précisément de la manière dont ça s'est passé. Simplement, je pense que quand même, là, il est question de notre armée, de nos opérations extérieures. On ne peut pas, en aucun cas, prendre des décisions très importantes. Parce que nous retirer du Mali, c'est mettre en balance un certain nombre de sujets comme les problèmes de djihadisme que nous avons dans la zone. Moi, je vous invite à regarder ce qui se passe. C'est une zone qui est grande comme l'Europe. En fait, ces problèmes ont explosé depuis 2 ans. Pour moi, la question qu'on aura à se poser, de toute façon, comme je vous disais, le débat va avoir lieu, ça j'en suis persuadée. Parce qu'on c'est pas quelque chose que l'on souhaite éviter, mais le débat va se poser parce que la France ne doit pas être seule. C'est ça, en fait. Moi, en tant que parlementaire française, je sais que nous avons des soutiens d'autres pays, mais à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi ce serait essentiellement un effort français et pas suffisamment accompagné par un certain nombre de nos autres alliés et partenaires. Je pense à nos alliés européens et partenaires européens, bien évidemment les États-Unis aussi. Enfin, puisque ce que nous cantonnons, ce que nous essayons de résoudre au Mali,
ne concerne pas que nous les Français, concerne l'Europe, concerne le monde entier. Le djihadisme n'est pas une mince affaire. Effectivement. Du coup, on va peut-être retourner sur la réforme de la retraite. Oui, pardon. Oui. Si vous pouviez brièvement nous expliquer ce qui se projette. Alors, moi, je ne suis plus du tout capable de vous expliquer ce qui se projette. C'est compliqué à ce point-là. Je ne sais pas si c'est compliqué à ce point-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a différentes informations, messages qui nous sont envoyés. On sent qu'il y a quand même des petites choses qui ne sont pas tout à fait raccord, y compris par certain nombre de membres du gouvernement. Moi, il y a des petites incompréhensions qui me sont peut-être propres, mais que je vois partagées par d'autres de mes collègues. Donc moi, je ne vais pas me lancer dans un grand laïus et essayer de vous convaincre ou pas sur le bien fondé de ce texte. Ce que je vois en revanche, c'est que très clairement, l'accompagnement, ne serait-ce qu'explicatif vis-à-vis des Français, alors que nous allons tous être impactés par ce texte, est loin d'être clair et limpide, puisque, vous voyez, nous sommes un grand nombre aujourd'hui à nous poser peut-être pas les mêmes questions, peut-être pas pour les mêmes sujets, mais on voit bien que le texte est loin d'être parfaitement limpide, y compris pour les parties prenantes. Absolument. Et par contre, je voyais que le groupe Les Républicains s'opposait au texte en question et en face proposait, plutôt que tout ce système à points, uniquement retarder l'âge de la retraite, ce qui apparemment ferait économiser beaucoup d'argent à l'État. Mais moi, ma question, du coup, c'est les plus précaires, en fait, ont une espérance de vie moyenne qui est plus courte que les classes moyennes ou supérieures. Est-ce qu'au final, ce genre de réforme, ça ne serait pas aux dépens, encore une fois, des classes populaires ? Non, moi je ne pense pas. Parce que, en fait, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une espérance de vie qui est plus grande. Nous avons, en fait, également, vous l'avez évoqué, on a un vrai sujet aussi de financement de ces retraites. Donc, travailler plus longtemps, c'est-à-dire aller jusqu'à 65 ans, par exemple, un chiffre, mais d'autres vous diront, bon voilà, mettons autour de 65 ans, d'une part n'est pas quelque chose d'irréaliste, d'incompréhensible, compte tenu justement du contexte global de la population en France aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup de métiers, on travaille très facilement jusqu'à 65 ans et on ne se pose pas toutes ces questions-là. Mais pour répondre à votre question très spécifique, est-ce que ça ne cacherait pas finalement une certaine iniquité vis-à-vis de certains métiers qui seraient plus durs? Moi, je ne parlerai pas en termes de classe, parce que vous avez des métiers très difficiles qui sont très bien rémunérés, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bien rémunérés que le métier n'est pas difficile pour autant. Vous voyez, donc je pense qu'il faut aussi un petit peu déconnecter un certain nombre de notions. Donc moi, je dirais, lorsqu'on est confronté à des métiers avec une certaine pénibilité, lorsque tout cela s'organise, tout cela peut s'organiser, se prévoir et se financer. En revanche, vouloir absolument refuser d'envisager, parce que c'est ça le fond de la question, d'envisager même la possibilité d'un rallongement du départ à l'âge de la retraite, moi, me semble un petit peu contre-productif. Au final, il y a quand même une différence, parce que même si, en étant issu d'une classe supérieure, on a effectivement des métiers pénibles, du fait d'avoir plus de moyens, on a aussi accès à des soins différents, globalement, tout est de meilleure qualité, que ce soit l'alimentation, etc. L'espérance de vie, en fonction des classes moyennes, est différente. Parce que vous, quand vous allez à l'hôpital, on vous demande ce que vous faites et vous trouvez que vous n'avez pas le même soin ? Non, par contre, on peut avoir accès, en ayant plus d'argent, à des cliniques. L'état des hôpitaux en France, aujourd'hui, mais dans les cliniques, vous pouvez y aller aussi, puisque après, j'ai envie de dire, là, je crois qu'on se pose la question, est mal posée, en fait. Ce que vous dites, non, moi, aujourd'hui, en France, on est un des pays où on est bien soigné. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a quelques petites légendes urbaines qui mériteraient d'être un petit peu déconstruites. Non, aujourd'hui, ce qui est en revanche un vrai sujet chez nous, c'est le maillage territorial des lieux de soins.
pour ne pas dire d'hôpitaux, de cliniques, etc. C'est-à-dire que nous avons des territoires, mais ce n'est pas lié à la condition financière ou sociale de nos concitoyens, c'est lié en fait à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que nous avons des territoires où nous sommes dans des déserts médicaux et nous avons des territoires où effectivement il est difficile parfois de trouver le bon spécialiste, le bon médecin pour se faire soigner. Ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, dans le cadre de la loi santé, il y a eu beaucoup de débats. Vous savez, est-ce qu'on oblige un jeune médecin d'aller forcément dans tel désert médical s'y installer? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays en France où, globalement, on a tous droit aux mêmes prestations. D'un point de vue santé, puisque c'est ce que vous évoquiez comme exemple. Mais en revanche, là où nous ne sommes pas tout à fait égaux, c'est que selon là où vous vivez dans la Creuse, en Île-de-France, etc., en Île-de-France, on a des zones de déserts médicaux aujourd'hui. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. C'est-à-dire, vous attendez 6 mois, quand c'est pas plus, pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Donc, tout ça doit effectivement nous interroger et nous n'avons pas résolu ce problème-là, pas encore en tout cas. Il y a Mizou qui demande, les chiffres de l'espérance de vie corrélés aux revenus, c'est une croyance donc pour vous? Alors, bon, c'est pas grave, non, c'est pas ce que je dis. En fait, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en lien, ce n'est pas notre accès aux soins. Ce qui rentre en lien, c'est la pénibilité de nos métiers. C'est ce que je vous dis. Et donc, la pénibilité, il n'est pas question de ne pas la prendre en compte. Vous voyez, donc, quand on est malade, qu'on soit X, Y ou Z, on doit pouvoir accéder aux soins et ces soins-là doivent pouvoir être accessibles à tous. Ça, c'est le cas lorsque l'hôpital existe. Vous voyez, lorsque nous sommes dans le territoire où nous l'avons. En revanche, si vous faites un métier plus difficile que le mien, je pense, et c'est ma conviction, ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, ce n'est pas tout à fait le même sujet. C'est ça que je dis. Donc, non, il n'y a pas de... Bien sûr, je ne suis pas en train de nier du tout ce que disait... Je suis désolée, Oui, c'était... Voilà, vous l'avez, je pense... Ça défile vite. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. On a 2 minutes. Allez-y. Le premier qui me sort une question intéressante, c'est le dernier à la poser. Alors là, on va attendre la dernière. C'est ça? C'est ça. Vis-à-vis des réactions liées. On prend une dernière question du chat. Ce que vous voulez. Vis-à-vis des réactions. Bon, écoutez, je prends une au hasard, puisque j'ai commencé à la lire. Liées aux émotions nationales, avez-vous le même avis lorsqu'il s'agissait des attentats et des modifications de la Constitution? Alors, je ne suis pas sûre de voir vraiment le rapport, mais émotion nationale, lorsque nous perdons des jeunes, oui, réelle émotion nationale. Attentat, réelle émotion nationale, je crois que nous l'avons tous montré. Modification de la Constitution, je ne vois pas véritablement le rapport, puisque là, on est dans un sujet purement politique et aussi constitutionnel, et sur lequel on se penchera. Et d'ailleurs, contrairement à là encore, je vais déconstruire une légende urbaine, le Sénat n'y est absolument pas opposé. Puisqu'il y a un certain nombre... Je suppose que la question m'est posée un petit peu par provoque, parce qu'il y a un petit antiparlementarisme parfois qui s'exprime aussi. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les parlementaires seraient contre toute modification de loi. Non, au Sénat, on n'est pas du tout opposé à nous repencher sur la durée des mandats, sur un certain nombre, sur la diminution du nombre de parlementaires. C'est des sujets sur lesquels nous sommes un certain nombre à être très ouverts. Donc, je voulais rassurer vos auditeurs là-dessus. Eh ben, ça sera le mot de la fin, parce qu'il est 18h. Du coup, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Un exercice intéressant pour moi, que je découvre. Absolument, merci au chat aussi d'avoir été là, d'avoir posé des questions et réagi. Merci d'avoir suivi l'émission en direct, merci de l'avoir suivi en podcast si c'est votre cas, de la suivre sur Public Sénat si c'est aussi votre cas. La semaine prochaine, normalement, ça sera Jean, et moi je serai là dans 2 semaines. Si tout va bien. Et puis, je vous dis bonne soirée. Ciao.